Europe 1 matin. Et à 8h45, c'est le Club de la Presse sur Europe 1. Et oui, pour commenter, décrypter l'actu politique avec nous ce matin, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Benjamin Morel est avec nous également. Bonjour Benjamin, maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas, auteur de La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme. Ah bah tiens, on va se poser la question de savoir s'il y a un régionalisme, un séparatisme marseillais. Benjamin Morel, Marseille, c'est la destination du président de la République ce lundi pour 3 jours, format visite d'État pratiquement pour le PR dans son laboratoire politique. Marseille avec un plan à son nom, doté de 5 milliards d'euros, un préfet délégué aussi, spécialement chargé de la bonne exécution du plan. Charlotte Dornelas, je commence avec vous. Emmanuel Macron, passion Marseille, qu'est-ce qui lui plaît tant à Marseille au président de la République ? Le côté laboratoire, précisément, c'est ce qu'il avait dit la première fois, c'est pas complètement faux d'ailleurs, c'est le laboratoire surtout du pire en ce qui concerne ses investissements, ce qu'il veut. Et alors, on peut lui reconnaître une chose avant de parler de la situation, c'est que au minimum, il y retourne, ce qui permet à tout le monde de suivre un peu les chantiers. C'est vrai que d'habitude, on va quelque part, on dit un truc et puis personne n'y retourne jamais et personne ne s'y intéresse plus. Là, au moins, il y va. Après, on voit, il y a à la fois tout ce que vous disiez, il y a l'investissement incroyable, il y a le fait d'y aller et d'y retourner, le fait aussi de nommer des proches à des postes clés dans la ville de Marseille, et le fait d'être en guerre aussi avec le maire de Marseille. Donc c'est à la fois extrêmement politique et on sent qu'Emmanuel Macron est extrêmement investi. On finit par se demander s'il n'y a pas des ambitions à Marseille finalement, je ne sais pas. Mais oui, alors tout à l'heure, vous ne croyez pas si bien dire. Vincent Trémollet de Villers nous rappelait qu'Emmanuel Macron fut un temps ambitionné de devenir maire de Marseille. Voilà. Maire de Marseille, c'était avant d'aller à Bercy. Le président de la République, tiens, je le cite, il s'exprime longuement ce matin dans les colonnes de la Provence. Regardez ce qu'il dit, je trouve que c'est assez intéressant. Il dit « Marseille ne s'est pas construite en s'ouvrant à la mer. Au contraire, historiquement, la Méditerranée était plutôt quelque chose que l'on surveillait à cause des invasions. On entre dans le siècle où la cité phocéenne doit embrasser la mer et son destin méditerranéen. Il est anormal que Barcelone ait enregistré une telle réussite depuis les 30 dernières années. Par rapport à Marseille, on doit rééquilibrer ça. » Benjamin Morel, c'est intéressant. Il y a une vraie vision quand même pour Marseille. Il y a une vision pour Marseille. Et je crois qu'on ne peut pas lui reprocher, entre guillemets, de ne pas avoir pris en considération toutes les difficultés qui sont aujourd'hui celles de Marseille, la fragilité qui peut être de cette ville, mais également son potentiel. Premier port français sur la Méditerranée. Vous comprenez bien que, malgré tout, ça peut être un atout pour le pays. Et dès 2017, il envisage ce type de situation. Ensuite, et je rejoins Charlotte, il y a un autre avantage pour lui. Parce que Marseille n'est pas un champ de ruines, mais c'est une ville qui va très très mal. Et donc il peut expérimenter. Il peut lancer ses idées et voir ce qu'elles donnent. Regardez par exemple ce qu'il fait sur les écoles avec l'idée que les directeurs d'établissement pourraient, au nom d'un projet pédagogique, recruter un peu les profs comme ils veulent. Alors je ne vais pas assommer tout le monde de chiffres, mais il y en a quand même beaucoup. Mais il y a quand même 188 des 470 écoles de la ville qui vont être rénovées, rasées, reconstruites, etc. C'est énorme. On a une reprise en main en effet, parce que pendant des années, vous avez eu de l'injection de l'argent, mais pour beaucoup, pour des raisons de position d'élus locaux, etc., ça ne passait pas. Donc là, il y a une vraie prise de conscience que l'État doit intervenir directement, rentrer dans une logique de contractualisation, etc., mais pour faire valoir un projet qui est un projet politique. On va au-delà du coup de peinture, parce qu'on rappelait les paroles d'Ayam qui chantait ça très bien. Derrière il y a les coups une vraie de peinture, idéologie il se passe pas derrière. grand-chose. L'idéologie, c'est de dire le chef d'établissement pourra recruter les enseignants. Alors avec les dangers que ça peut comporter, parce que demain, si on fait ça au niveau national, les meilleurs établissements risquent d'attirer les meilleurs profs. Et donc là, il y a un risque à terme. Dans l'éducation nationale, au niveau du public, non. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes. C'est le problème. Mais fondamentalement, pour Emmanuel Macron, c'est en effet une mise en scène d'une idéologie qui est la sienne. Ensuite, il n'y a pas vraiment de gain électoral local. Si vous regardez le résultat des élections à Marseille, la République En Marche n'est clairement pas en terrain conquis. Donc c'est une vision au niveau national, beaucoup plus qu'une vision marseillaise. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une ambition électorale malgré tout ? Les militants Renaissance, depuis hier soir, collent des affiches partout dans Marseille, où il est écrit « Macron, le président de tous les Marseillais ». Donc on a pratiquement l'impression d'une petite campagne électorale éclair de 3 jours, là, Charlotte Dornelas. Bien sûr, quand j'ai vu cette info hier, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cherché et je me suis dit, il colle sérieusement des affiches, Macron, le président de tous les Marseillais. J'ai pas compris. C'est intéressant comme message. Ça veut dire intéressant, c'est-à-dire que soit il clarifie la situation, il nous explique pourquoi, c'est quoi son truc avec Marseille, quoi. Soit il est le président de tous les Français tout court, ça me paraît une évidence. Mais ça veut dire, Monsieur le Président, vous êtes le président des 20% de Français qui vont bien,
et lui entend apporter un démenti à ça. C'est ça Oui, peut-être mais le alors le message, truc, non? c'est que, en effet, le projet sur la mer, etc., par ailleurs, qui est extrêmement intéressant étant donné le positionnement de Marseille. Là, en l'occurrence, toute la journée, il va rencontrer des gens qui vont lui parler des règlements de compte qui ne cessent d'augmenter, des mères qui ont perdu leurs enfants, des écoles où, en effet, il y a 188 chantiers annoncés il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il y était. Il y a 2 ans, oui. Et il y a 19 chantiers effectivement lancés. C'est l'histoire des caméras de surveillance qu'il avait promis dans toute la rue de Marseille, bloquées par les écologistes sur place. Donc il n'y en a pas qui sont mises en place. Il y a une guerre vraiment locale qui est idéologique, enfin qui est politique en fait, hein, qui est pas scandaleuse en soi, qui est extrêmement politique. Et là, Emmanuel Macron, il finit par se situer. C'est pour ça que je vous disais, j'ai vraiment cru que c'était une blague, genre, sincèrement, parce qu'il finit par se situer au niveau du maire de Marseille et donc de l'affronter politiquement. Non mais c'est vraiment ça C'est l'histoire. vrai. Donc il arrive, il n'est pas président de la République, il est président de tous les Marseillais, c'est-à-dire en effet candidat quasiment pour les Marseillais, alors qu'en effet ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas du tout sa couleur politique qui fonctionne à Marseille. Donc soit il vient en tant que président en disant c'est évidemment important de s'occuper de cette ville et de l'état de déliquescence, je pourrais rajouter les immeubles, puisqu'on se souvient du déplacement et du ministre de l'Intérieur et de celui du logement au moment de l'effondrement d'un immeuble. Donc soit il y va en tant que, en effet, président de la République, je n'oublie pas aussi les gens qui souffrent dans ce pays, soit il y va avec des ambitions qui sont tout autres et qu'il s'agirait de clarifier dans ce cas. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu pari, défi pour Emmanuel Macron? Toujours dans cet entretien à la Provence, il rappelle cette vérité historique que Marseille, c'est une ville qui a toujours été défiante vis-à-vis de l'autorité de l'État. Et il dit, Emmanuel Macron, c'est une ville que je veux réconcilier avec la puissance publique. Benjamin Oui, Morel. il y a une défiance et en même temps, il y a une ville qui est soutenue par l'État central, etc. Mais avec en même temps une corruption locale Oui. qui fait que parfois, le Ah bah produit de rappelez-vous, l'investissement on s'était dit n'est c'est pas là. peut-être une mise sous tutelle il y a 2 ans. C'était c'est en partie une mise sous tutelle qui était son nom sur beaucoup de dossiers. Et peut-être fallait-il en arriver là pour le cas singulier de Marseille. De l'autre côté, souvenez-vous la crise Covid. Lorsque Marseille crée, alors il n'y a pas que Marseille, vous avez également le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la région PACA, qui à l'époque crée leur contre-conseil scientifique avec Didier Raoult, superstar. Donc il y a en effet cette défiance. Et pour Emmanuel Macron, la volonté de poser ici de manière claire son autorité est en effet, je vous rejoins, assez enfantin. Après, il y a une autre stratégie d'Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron n'a pas de parti, pas un vrai parti. Il n'a pas non plus d'élus locaux, ou très très peu. La stratégie depuis 2017, c'est le débauchage individuel des élus locaux. Monsieur Muselier est gentil, et donc éventuellement, j'accorde un certain nombre de compétences, de financement à la région PACA. Il a tenté également le coup avec le Kisney-Girard en Bretagne, avec le pacte d'avenir breton. Ça a été le cas également pour Marseille-en-Grand. À l'époque, on envisageait que M. Payan allait venir dans le giron de la République en marche. Marseille. La réalité, c'est que cette stratégie de débauchage individuel n'a jamais vraiment fonctionné, sauf pour quelques grands élus, mais c'est extrêmement rare et, en règle générale, très très précaire. Oui. Et là, en effet, pour Emmanuel Macron, cet échec à 5 milliards, ça se paye en affiches. Alors, l'annonce du jour du président de la République, toujours dans cet entretien à la Provence, décidément, je les cite beaucoup ce matin, mais alors c'est une annonce nationale, pour le coup, qui va concerner l'ensemble du territoire, à savoir que la fameuse amende pour consommation de cannabis, désormais, les policiers vont être équipés de terminaux de paiement afin d'améliorer le taux de recouvrement de cette amende. Il ne serait que de 35%. Les fumeurs de cannabis rechignent à payer leurs amendes, en tout cas plus que payer leur consommation de cannabis. Et donc, évidemment, ça suscite un peu de surprise dans les rangs policiers. Charlotte Dornelas, comment accueillez-vous cette initiative, cette annonce du président? Je ne sais pas si c'est de la surprise ou du désespoir de voir ces idées qui s'accumulent et qui ne vont pas régler le problème. C'est une mauvaise idée, vous pensez? Non mais on sent l'idée, c'est-à-dire que comme on n'arrive pas à lutter contre le trafic de drogue, on va reprendre ce qu'on sait faire, le fisc. Ça, on y arrive, ça, on sait le faire, c'est la bonne idée à chaque fois. En fait, si les gens ne payent pas leurs amendes en différé, c'est que en général, quand les personnes arrivent pour mettre une amende, il n'y a pas de pièce d'identité sur la personne, les personnes ne sont pas solvables, elles ne payent déjà pas d'impôts, ce sont soit des étrangers... On pourra payer en cash aussi, explique le président de la République. Oui, on pourra payer en cash. Et donc, moi, je vous pose une question. Le policier qui arrive devant la personne et on lui dit, j'ai pas de pièce d'identité, j'ai pas de carte bleue et j'ai pas de cash, il fait quoi? Il fait une fouille? Ah non, il n'a pas le droit. Et ça va donner quoi, en fait, sur le terrain? Rien. Donc en fait, les gens qui payent déjà leurs amendes vont continuer à les payer directement. Pourquoi pas, Pourquoi pas? Mais vous voyez, c'est ce genre d'idée séduisante. C'est parce que en effet, l'intention, je vois bien laquelle elle est et j'ai pas de problème avec ça, que les choses soient claires. J'ai pas de problème avec ça. Mais on se dit, mais ils parlent jamais 2 heures avec les gens concernés. En fait, c'est pas possible. Parce que là, vous appelez 3 policiers, ça suffit, et ils vous disent tous, ouais, mais non, en fait.
bonne idée, mais en fait, ça ne changera rien. Benjamin Morel. C'est une bonne idée. Vous savez, on a fait de la délégation de service public pour les PV de mauvais stationnement. Oui. Donc on pourrait éventuellement faire ça. On aurait des sociétés privées qui viendraient mettre des contraventions aux fumeurs de cannabis et ça permettrait de rembourser Marseille en grand. Non, je plaisante évidemment. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose qui apparaît totalement à la fois sous-dimensionné et à côté de la plaque et qui paradoxalement tend à normaliser un comportement qu'on voudrait sanctionner. Parce que, en effet, si demain vous fumez votre joint et que malheureusement vous êtes pris et que vous pouvez sortir votre carte bleue, payer l'amende et continuer votre vie, eh ben, il y a une sorte de normalisation. Oui. Or, aujourd'hui, si on veut réellement lutter contre le trafic de cannabis et le trafic de drogue de manière générale... Ça m'intéresse de connaître votre formule magique, Benjamin Morel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le démontage des points de deal ne sert à rien. La réalité, c'est que soit vous frappez à la source, auquel cas, il faut repenser la notion de frontière. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais on a quand même un certain nombre de rapports avec certains États, notamment le Maroc, qui sont des rapports totalement dysfonctionnels, parce que, on n'arrive pas à endiguer le trafic. Il faut rentrer dans un bras de fer diplomatique, sachant que dans ces pays-là, vous avez des régions qui ne vivent que de ça. De l'autre côté, il faut frapper le consommateur. Mais il faut le frapper sérieusement. Et en frappant sérieusement le consommateur... Vous voulez mettre en prison tous les fumeurs de cannabis ? Non, mais vous pouvez avoir une amende qui soit une amende plus dissuasive et quelque chose ça qui peut est monter plus quand même, dissuasif. Et dernier point, Oui. si jamais on n'y arrive pas, la légalisation aujourd'hui, pour moi, ne doit pas être un tabou. Vous avez 7 milliards à peu près de chiffre d'affaires. Alors c'est étonnant, non, mais ce débat, parce que vous avez à gauche comme à droite des partisans des deux points de vue. Je suis assez frappé Moi, je suis passé de l'un ça. à l'autre. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'argent mis dans la police pour démanteler ces trafics, je parle bien du cannabis, uniquement du cannabis, si cet argent était investi dans les drogues dures, eh bien, probablement serait-il plus efficace. De l'autre point, si jamais vous arrivez à taxer justement ces ventes de cannabis et à remettre ça dans la prévention, aujourd'hui, quand vous regardez les études internationales, il n'y a pas de bonne solution. La légalisation ou l'absence de légalisation, il n'y a pas d'études définitives. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, vous avez des modèles qui marchent mieux. Aujourd'hui, notre modèle, ce qui est certain, c'est qu'il est totalement dysfonctionnel. Réponse en 10 secondes, je suis d'accord, Charlotte parce que Dornelas. le problème, c'est une question de procédure, d'efficacité policière. Moi, la question de la légalisation du cannabis, on pourra en parler sur le terrain du cannabis lui-même, etc. C'est pas mon sujet. Simplement, ça ne changera rien. Il n'y a pas un point de deal. En fait, la question du harcèlement sur les points de deal, ça sauve quand même la population. Ça sauve quand même les gens qui se disent au moins il est plus en bas de chez moi. Ça ne change rien sur le trafic. Mais ça, je suis d'accord, ça ne change rien sur le trafic, mais pour la population, c'est déjà ça, on va dire. Mais par ailleurs, sur les points de deal, on vend aussi de la coke. Alors on fait quoi ? Dans 2 ans, on se dit on légalise la coke, comme ça on règle le problème de la coke. Ah mais là, vous avez ingérable. Débat insoluble. On aura l'occasion d'en reparler à tous les deux. Mais merci d'avoir mis ça sur la table. J'étais sûr qu'on y viendrait. Benjamin Morel était avec nous. Charlotte Dornelas également. Bonne journée à tous les deux. 8h57 sur Europe 1. L'info continue. 18h, Laurence Ferrari Punchline. Midi, Romain Desarbres. Vous prendrez la parole évidemment. Et Culture Média avec Philippe Vandel dans un instant. Oui, juste après.